Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mercredi 1er juillet, Scott. 1er juillet 2026. Et notre cher ami, notre frère, Scott Ritter, est avec nous. Bienvenue, Mike. Merci de m'avoir invité. Alors, Scott, je voudrais commencer avec un nouvel article paru dans le Washington Journal. Il dit que Trump a été informé des options pour une guerre totale contre l'Iran, mais qu'il a choisi de continuer les discussions. Et apparemment, ils envisagent toujours de reprendre la guerre. C'est pour ça qu'il reçoit ce genre de briefing. Et voici ce que J.D. Vance a déclaré récemment dans son interview sur le podcast de Ben Shapiro. Ce que le président nous a demandé de faire, c'est d'utiliser ce protocole d'accord pour en quelque sorte relancer l'économie mondiale du pétrole, reconstituer certaines réserves et ensuite voir où on en est. Oui. Quelle est votre compréhension de tout ça? Parce qu'il y a des gens qui contestent même le protocole d'accord. On sait bien que ce protocole, c'est une sorte de feuille de route. Ce n'est pas un engagement formel des deux côtés. Mais l'argument, en gros, c'est ce que J.D. Vance vient de dire. Les États-Unis se préparent. Ils essayent de gérer ces questions économiques. Et en ce moment, ils pourraient revenir à la table, peut-être juste après les élections de mi-mandat ou même avant. Alors, comment vous comprenez ces informations qu'on voit dans le Wall Street Journal et la manière dont J.D. Vance, que beaucoup considèrent comme quelqu'un qui cherche à négocier, à trouver une alternative à Washington, s'exprime de cette façon? D'abord, il faut comprendre que les États-Unis sont incapables de tenir un accord. Il n'y a pas de protocole d'accord. J.D. Vance vient de dire qu'il n'y en a pas, parce que ce protocole n'est pas une pause. Vous l'avez lu comme une pause, vous? Moi, je ne l'ai pas lu comme une pause. Ce protocole est censé être un cessez-le-feu, qui ouvre une période de 60 jours de discussion. Il doit entraîner un arrêt total des hostilités. Ce que J.D. Vance vient de dire, c'est qu'il n'y a pas de fin de guerre. C'est juste une façon de gagner du temps pour refaire les stocks de pétrole avant de repartir comme avant. Alors pourquoi l'Iran négocierait, franchement? Ce protocole d'accord est nul et non avenu. L'Iran devrait être en train de frapper l'Amérique de plein fouet en ce moment, parce que la guerre continue, qu'ils anéantissent les bases américaines, qu'ils effacent Israël de la carte. Sinon, c'est juste un jeu. Ça veut dire que l'Iran joue aussi à ce jeu, et c'est ce que je dis depuis le début. Pour moi, les deux camps jouent la même partie. Pendant que les États-Unis remplissent à nouveau leurs réserves de pétrole, l'Iran, lui, relance son économie et remet son armée sur pied, reconstruit, et ainsi de suite. Vous voyez, Trump n'a pas reçu de briefing sur un plan de guerre total. Il n'y a pas de plan de guerre total avec l'Iran. On l'a déjà fait, le plan de guerre total. On a vu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les bombarder encore? Avec quoi? Des armes qu'on n'a pas? Les envahir avec des divisions qui n'existent pas? Ce n'est pas comme si on avait envoyé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de soldats dans la région, en accumulant des munitions, du carburant et tout le matériel nécessaire pour une longue campagne terrestre. On n'a pas cette capacité. Tout ce qu'on a, c'est la puissance aérienne. Et même ça, elle a été sérieusement réduite à cause de l'utilisation de munitions qu'on ne peut pas remplacer. Alors en ce moment, Trump ne fait que gagner du temps jusqu'aux élections de mi-mandat. C'est tout ce dont il s'agit. C'est une manœuvre politique pour acheter du temps. C'est un menteur. C'est un charlatan. C'est un imposteur. C'est Donald Trump. Tout le monde aurait dû le savoir. Les Iraniens le savent. Mais si on le sait dès le départ, on s'adapte en conséquence. Ça veut dire qu'il ne reste pas les bras croisés. L'Iran renforce sa capacité militaire. L'Iran renforce aussi son économie.
La dernière fois que j'ai vérifié, c'est bien l'Iran qui a fait sortir tout un tas de pétroliers du Golfe Persique vers la haute mer pour les envoyer sur le marché. Ils ont vendu beaucoup de pétrole. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils lèvent des fonds. C'est ça, la réalité. La réalité, au bout du compte, c'est que si l'Iran n'est pas prêt à fermer le détroit d'Ormuz de façon permanente, tant qu'il n'y a pas de véritable traité de paix, eh bien voilà ce que l'Iran obtiendra. Parce que tout ce que fait Trump, c'est jouer à des jeux stupides, vraiment stupides et malhonnêtes. Mais on parle d'un pays qui négociait avec l'Iran pour, vous savez, régler le problème nucléaire, quand ils ont été attaqués, non pas une, mais 2 fois. Donc c'est juste dans la continuité. Les États-Unis ne sont pas dignes de confiance et chaque nation dans le monde devrait regarder ça de près. La Russie, tu ne peux pas conclure un accord avec l'Amérique parce que ce n'est pas un vrai accord. L'Amérique dira une chose, le protocole d'accord dira qu'on s'est engagé sur autre chose. En réalité, on ne s'est engagé à rien à part refaire le plein du réservoir de pétrole. C'est tout. Oui. À votre avis, imaginons qu'il envisage une guerre totale. Je pense que la seule différence qu'ils peuvent apporter sur le champ de bataille, ce serait une invasion terrestre, quelque chose qu'ils n'ont encore jamais fait. Ils en parlent, notamment à propos de l'île de Karg. On a entendu Keith Kellogg en parler, le général Keane aussi, sur Fox News. Et en gros, leur argument, c'est que si on parvient à prendre l'île de Karg, ou quelques îles dans le sud de l'Iran, ça aurait une énorme influence, non seulement sur l'Iran et son économie, mais aussi sur le détroit d'Ormuz. On pourrait en quelque sorte contrôler ce commerce. Et si on part du principe que c'est son objectif principal, est-ce que c'est réalisable, militairement parlant? Non. Je veux dire, on pourrait peut-être saturer la zone et envoyer quelques troupes pour occuper temporairement l'île de Karg. Mais ensuite quoi? On se retrouverait dans une situation à la Dien Bien Phu, avec nos soldats coincés dans un petit bout de territoire qui se ferait écraser par des missiles iraniens qu'on ne peut pas intercepter. On essaierait de mettre en place une couverture aérienne au-dessus de l'île, on perdrait des avions, et au final, on serait obligé de retirer nos troupes. En plus, je ne pense même pas qu'on puisse prendre l'île. D'où viendraient les troupes? Et comment elles arriveraient là-bas? Personne n'a vraiment réfléchi à tout ça. Quand on déploie des dizaines de milliers de soldats, ils doivent forcément atterrir sur un aérodrome. Et je pense que l'Iran saura très vite lequel, dès l'arrivée du premier avion. Cet aérodrome deviendra inutilisable, attaqué en permanence. Les troupes débarquées devront rejoindre, vous savez, un point de rassemblement qui deviendra lui aussi une cible. Alors comment rassembler les soldats, les préparer, mettre le matériel en ordre de marche quand on est sans arrêt sous des tirs de missiles? Steve Kellogg ne sait pas de quoi il parle. Aucun d'eux ne sait de quoi il parle. C'est juste de la stupidité, de la vraie stupidité. Franchement, si quelqu'un présentait ça dans un cours d'état-major, il se ferait virer pour incompétence. On le mettrait à pied, on le renverrait, parce que ça montre une absence totale de sens militaire. La logistique, la logistique, la logistique. Où vont-ils trouver la logistique pour cette opération terrestre qu'ils veulent mener? On parle de 2 officiers de l'armée qui n'ont aucune idée de ce qu'est une opération amphibie. Ils pensent qu'ils vont larguer des parachutistes sur l'île de Karg et arriver ensuite avec une attaque aéroportée. Pensez à la Grenade. Demandez à la Delta Force et au 160e régiment ce que ça fait de lancer une attaque en hélicoptère sur un aérodrome à peine défendu. Ils se sont fait complètement démolir. Quand on arrive sur l'île de Karg, on perdra tous nos hélicoptères, sans exception. Sur l'île de Koh Tang, encore une fois, 11 hélicoptères sont entrés. 8 ont été endommagés ou abattus. Il en restait 3.
gravement touchés. Vous savez, l'histoire parle d'elle-même. On peut remonter à 1972, quand on a tenté une grande attaque aérienne au Laos depuis le Sud-Vietnam. Demandez aux pilotes américains qui ont volé avec les Vietnamiens, on s'est fait descendre du ciel. Regardez la guerre du Golfe, en 2003, quand la 101e division aéroportée a essayé d'envoyer ses Apaches sur Karbala. Chaque Apache est revenu avec des dégâts de combat. Voilà la réalité. Ces types ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent. Je veux leur rappeler que l'Iran a gagné la guerre parce que nous n'avons pas été capables de faire ça. Et rien n'a changé. En fait, la situation n'a fait qu'empirer pour nous. Donc non, il n'y a pas de guerre totale. C'est un mensonge raconté par l'administration à un Wall Street Journal complaisant. Il n'y a jamais eu de briefing de ce genre, parce qu'il ne peut pas y en avoir. C'est de la fiction. Il n'existe aucun plan de guerre total, parce que nous n'avons pas la capacité de mener une guerre totale contre l'Iran. C'est un fait. Vous parlez à quelqu'un qui a réellement élaboré un plan d'invasion de l'Iran en 1985. Je sais ce que ça demande. Et à l'époque, l'Iran était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez, je ne peux même pas dire, avec tout le respect que je leur dois, à Kellogg et King, parce que je n'ai aucun respect pour ces deux hommes. Ce sont de purs propagandistes, des propagandistes pro-Trump qui mentent au peuple américain. Et en faisant ça, ils affaiblissent la démocratie américaine. Parce qu'un élément essentiel de cette démocratie, c'est que chaque citoyen puisse demander des comptes à ses élus pour ce qu'ils font en son nom. Pour que ce soit possible, il faut que l'électorat soit bien informé. C'est le devoir et la responsabilité du gouvernement d'être précis quand il décrit les problèmes au peuple américain. Après tout, le gouvernement travaille pour le peuple américain. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Le peuple américain n'est pas l'employé du gouvernement des États-Unis. C'est le gouvernement qui travaille pour nous, et donc il nous doit des comptes. Il doit nous dire la vérité sur ce qu'il fait. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un gouvernement qui ment au peuple américain en utilisant les médias pour faire passer ce mensonge afin que les citoyens ne posent pas les bonnes questions. Il y a des élections de mi-mandat qui approchent et Donald Trump veut que les Américains soient aussi ignorants, stupides et mal informés que possible pour qu'ils ne le tiennent pas pour responsable. Parce que s'ils le font, il perdra la Chambre, il perdra le Sénat et il passera le reste de son mandat à être destitué. Passez le passage de J.D. Vance, où il dit que Donald Trump va être destitué s'il perd les élections de mi-mandat. Donald Trump va perdre les élections de mi-mandat parce qu'il a tout gâché. Il ne comprend rien. C'est un escroc, un profiteur. Recharger les réservoirs ne résout rien. Donnie, mon vieux, les réservoirs étaient pleins quand tu as commencé cette guerre. Puis les Iraniens ont coupé le détroit d'Ormuz, et là, ils étaient plus pleins du tout. Tout ce que tu fais, c'est jouer à des jeux stupides. Si tu te lances dans une guerre totale, tu ne reprendras pas le contrôle du détroit d'Ormuz. Le détroit sera fermé et on retombera à vide. Le peuple américain devrait être assez intelligent pour voir ça et le comprendre. Depuis l'annonce du cessez-le-feu entre les deux camps, on a eu, je crois, 4 attaques environ, des attaques américaines contre les Iraniens, puis des ripostes iraniennes. Quelle est, selon vous, l'évaluation du système de défense aérienne iranien? Parce que toutes ces attaques ont eu lieu loin des frontières iraniennes, dans le sud du pays. Ils n'ont pas visé de cibles depuis l'ouest de l'Iran, comme c'était le cas pendant la guerre. Les 4 attaques se sont essentiellement produites dans le sud, sur ces îles ou dans les régions voisines, parfois même dans des zones comme la Syrie. C'est tout près du golfe Persique et aussi de la mer d'Oman. Pensez-vous qu'il y ait, des deux côtés, une évaluation commune de la situation, une compréhension de ce qui se passe avec la défense aérienne?
parce que je ne me souviens plus si l'Iran disposait du système Arash ou Archer. Ils ont dit qu'ils avaient un nouveau système de défense aérienne. À mon avis, c'est plutôt une nouvelle intégration du système qu'ils avaient déjà auparavant. Quelle est votre compréhension de ces nouveaux systèmes de défense aérienne dont parle l'Iran? Je ne sais pas. Enfin, ce que je dirais, c'est que vers la fin de la guerre, on a vu que l'Iran passait de défense aérienne contrôlée par radar, un domaine dans lequel les États-Unis savent très bien intervenir. Toute notre stratégie de suppression des défenses aériennes ennemies repose sur l'identification, la destruction, la neutralisation et le brouillage des radars. Et ce qu'on a observé, c'est que quand les États-Unis ont commencé à manquer d'armes à longue portée, les Iraniens sont passés à des systèmes de guidage électro-optique et infrarouge, d'autres types d'acquisition de cibles. À partir de là, les États-Unis ont commencé à perdre des avions. Et c'est à ce moment-là qu'on a tout de suite dit « il faut un cessez-le-feu », parce qu'on avait perdu l'avantage. Vous savez, mais ça c'est une analyse un peu superficielle. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas vous dire quels systèmes ont été utilisés. Je ne peux pas vous dire si c'était improvisé ou si ça faisait partie d'un plan préparé à l'avance. Les Iraniens, et c'est logique, ne disent rien à personne là-dessus. Pourquoi le feraient-ils? Ce n'est pas leur rôle de nous expliquer comment ils organisent leur défense aérienne. Non, c'est un secret. Donc, on est obligé de deviner. Mais je pense qu'on peut voir, d'après le type de cible que les États-Unis frappent, qu'on ne fait pas de pénétration en profondeur dans l'espace aérien iranien. On attaque plutôt en périphérie, ce qui veut dire qu'on utilise ce qui nous reste d'armes à distance pour frapper ces cibles. Tu sais, ce qui m'étonne, c'est qu'encore une fois, aux États-Unis, on entend dire que les Iraniens sont imprévisibles. J.D. Vance, lui, continue à parler comme ça. Pourtant, d'après tout ce que j'ai entendu, avant le début de la guerre et pendant la guerre, ils ont fait exactement ce qu'ils avaient annoncé. Alors, pourquoi est-ce si difficile de comprendre quelle serait la réaction des Iraniens? C'est de l'ignorance de leur part. Ou bien, ils ne veulent tout simplement pas écouter ce que disent les gens en Iran. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, souvenez-vous, J.D. Vance, d'abord, il s'adresse au public américain, ce qui veut dire qu'il ment. Encore une fois, je le dis clairement, l'administration Trump ne sait pas dire la vérité au peuple américain. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'analyse ses mensonges? Pourquoi il ment? Eh bien, on sait pourquoi il ment. Parce qu'il ne peut pas dire la vérité. Parce que la vérité fait mal. Vous savez, les Iraniens ne sont pas imprévisibles. Les Iraniens ont été les adversaires les plus prévisibles qu'on puisse imaginer. Mais on est obligé de les qualifier d'imprévisibles, parce que les États-Unis n'ont jamais réussi à maintenir un résultat prévisible dans cette affaire. On est en train de perdre. On se fait battre. Et plutôt que de reconnaître que les Iraniens nous battent à cause de notre incompétence, on préfère, vous voyez, façonner le champ de bataille mental. C'est une guerre psychologique que le gouvernement américain mène en ce moment contre le peuple américain. En gros, il faut dire quelque chose aux Américains qu'ils puissent comprendre. Alors, peuple américain, on sait tout ce que c'est. On se réveille le matin, on a nos habitudes, et là, la voiture ne démarre pas. C'était imprévisible. Une souris a grignoté les fils électriques pendant la nuit, et maintenant, il me faut un nouveau démarreur. Tu vois, ça cache le fait que je suis incompétent, que je n'ai pas protégé ma voiture contre les intempéries, que je ne l'ai pas nettoyée, que j'ai laissé une souris faire son nid dedans. Non, on préfère dire que c'était imprévisible. Mais non, c'était prévisible. Si tu laisses ta voiture dans le garage et que tu laisses des souris s'installer dans le moteur, elles vont ronger les fils et ta voiture ne démarrera plus.
Tous ceux qui vivent à la campagne le savent. J.D. Vance, malheureusement, tombe dans le même schéma de comportement envers le peuple américain que Donald Trump depuis un bon moment déjà. Mentir, mentir, mentir. Il ne peut pas dire la vérité. Il est incapable de dire la vérité. Oui, vous pensez qu'on avait un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis? Alors je ne vois pas vraiment pourquoi il y en aurait un entre le Liban et Israël. Parce que, comme vous venez de le dire à propos du protocole entre les États-Unis et l'Iran, celui du Liban n'engage à rien. Le Parlement y est opposé, le Hezbollah aussi. Et au fond, la guerre n'oppose pas Israël au gouvernement libanais, mais Israël au Hezbollah. Donc, ils ne font même pas partie de ce protocole. En réalité, quand on regarde tous les points, toutes les clauses de ce texte, tout tourne autour du Hezbollah, son désarmement, son retrait de la vie politique et militaire du Liban, et une forme de pression politique exercée sur lui. C'est tout leur programme, en fait. Ce n'est pas nouveau, Scott. Tu te souviens, pendant l'administration Biden, ils ont pratiquement essayé la même chose, sans même avoir de protocole d'accord. Ils ont tout fait. Et là, on voit l'administration Trump répéter, étape par étape, exactement ce que l'administration Biden avait déjà fait, que ce soit dans la guerre contre les Houthis au Yémen ou maintenant au Liban. Mais tu vois, ils continuent avec la même logique. À ton avis, est-ce qu'ils pensent vraiment pouvoir obtenir quelque chose au Liban avec cette attitude? Oui, ils vont poursuivre la défaite d'Israël. Super. Rappelons à tout le monde qu'Israël a été battu par le Hezbollah non pas une, ni deux, mais 3 fois. Israël a déjà occupé le sud du Liban et ils ont été forcés de partir parce que le Hezbollah leur a mis une raclée. C'était en 2000. En 2006, Israël affirmait qu'ils allaient rayer le Hezbollah de la surface de la terre. On a eu la guerre d'août 2006. Le Hezbollah a survécu. Ils ont battu Israël. Israël a dû demander la paix. Et maintenant, on a ce conflit qui continue, où le Hezbollah est censé disparaître. Mais ce n'est pas le cas. Ils détruisent des chars israéliens en ce moment même. Ils mènent une guerre de drones qui redéfinit complètement la nature du conflit entre le Hezbollah et Israël. Israël et les États-Unis, on joue à des jeux idiots et bon marché. On agit comme si l'Iran et le Hezbollah étaient des enfants, comme s'ils pouvaient être dupés. Vous savez, le Hezbollah a dit clairement « Nous continuerons à résister tant qu'Israël occupera le sud du Liban. Israël doit quitter tout le Liban. » Alors notre solution, ça a été de négocier un faux accord entre Israël et un faux gouvernement israélien. Parce que ce président Aoun, c'est un faux. C'est un imposteur. C'est un agent d'Israël. Tout le monde le sait, et maintenant il a été démasqué. Et ce qu'Aoun a dit, c'est « Oh non, non, nous autorisons Israël à rester dans le sud du Liban. Donc ce n'est plus une occupation illégitime. » Israël est venu au Liban. Vraiment. Vous pensez que le Hezbollah va tomber dans le panneau? Vous croyez que quelqu'un d'autre que ce stupide Aoun qui prend l'argent du Mossad va y croire? Franchement, c'est juste un jeu idiot. Au fond, tout ça se termine quand Israël quittera le Liban. Point final. C'est la seule issue possible. Et l'Iran n'arrêtera jamais de soutenir le Hezbollah. Et le Hezbollah ne perdra jamais face à Israël. Israël perdra toujours. Et les États-Unis perdront toujours. Parce qu'on n'a pas de plan. Vous savez, quand les forces du bien se lèvent contre les forces du mal, ce sont les forces du bien qui gagnent. Le Hezbollah est le camp du bien dans ce combat. Et l'Iran aussi. Avant la chute de Bachar al-Assad, le problème dans la région, c'était l'Iran et les actes de résistance. En ce moment, les Israéliens parlent de 2 fronts. L'un contre les frères musulmans, ce qui en gros correspond à une alliance entre la Turquie et le Qatar. Et l'autre, c'est celui des actes de résistance. J'ai l'impression qu'en Israël, la priorité est en train de se déplacer vers la Turquie,
parce qu'il considère la Turquie et la Syrie comme deux des principaux problèmes du moment. Il pense que la Syrie pourrait être plus facile à gérer que le Liban, parce qu'au Liban, il y a le Hezbollah, et eux, ils ripostent. Alors, essayons quelque chose en Syrie. Penses-tu que c'est la recette pour que Washington reste là-bas indéfiniment? Eh bien, je ne pense pas que Washington veuille rester là-bas pour toujours. Si c'est ça la stratégie, alors il se prépare clairement à l'échec. Donald Trump a fait campagne en disant qu'on allait se retirer du Moyen-Orient, qu'il n'y aurait plus de guerre sans fin. Donc si on dit maintenant que la politique des États-Unis, c'est de s'engager dans une guerre éternelle, alors ça voudrait dire que les électeurs américains sont stupides. On est ignorant. On a la mémoire courte, mais pas à ce point-là. On n'est pas si stupide, pas si ignorant, et notre mémoire n'est pas si mauvaise. On sait ce qu'on a entendu pendant la dernière campagne. On sait ce que le président a promis. Et on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement le contraire de ce qu'il avait promis, et que ce n'est pas une situation qu'on lui a imposée. C'est une situation qu'il a lui-même choisie. C'est entièrement la faute de Donald Trump. Franchement, c'est de l'incompétence pure et simple. Je veux dire, j'ai du mal à comprendre les calculs mentaux qu'il faut faire pour mentir à ce niveau-là. Parce qu'en général, quand on ment, c'est pour obtenir quelque chose. Le mensonge est censé tromper les gens, leur faire croire qu'autre chose se passe. Mais là, ces mensonges mènent directement à ce qu'ils devraient justement chercher à éviter. Le président ne devra vouloir s'approprier une guerre sans fin. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Je suis sidéré par ce qui est arrivé. Je pense que presque tout le monde qui regarde ça l'est aussi. Même les Russes sont sidérés. Tu sais, t'as vu ce que Sergei Lavrov dit en ce moment et ce que Vladimir Poutine laisse entendre? Que Donald Trump est fou. Pas comme Joe Biden, qui disent atteindre démence. Non, lui, il est juste fou. Mentalement instable. C'est un désastre émotionnel. Il est imprévisible. Et c'est ça qui le rend dangereux. Ce n'est pas qu'il a perdu la capacité de penser, c'est qu'il a perdu la capacité de penser de façon rationnelle. Il part dans tous les sens. Les Russes savent très bien ce qu'ils ont entendu de la part de Donald Trump à Anchorage. Ils le savent parce qu'ils savent aussi ce qu'ils ont concédé. Et maintenant, ils regardent la situation et se rendent compte que les États-Unis n'ont jamais eu l'intention, attention, scoop, les États-Unis n'ont jamais eu l'intention de faire respecter l'accord d'Anchorage. Pourquoi? Ils faisaient juste le plein. Ils rechargeaient leurs batteries. Vous savez, que ce soit remplir le réservoir d'essence ou recharger ses batteries, ça veut dire que les États-Unis vous mentent. Les États-Unis sont incapables de tenir un accord. C'est une leçon pour le monde entier. L'OTAN, vous allez bientôt vous réunir à Ankara pour parler de l'avenir. Les États-Unis vont vous faire des promesses, mais ils ne tiendront jamais parole, parce qu'on n'est pas là pour être un pays capable de respecter ses engagements. On ne pense qu'à nous. Et ce nous, il est défini par ce fou narcissique qui a monté un culte de la personnalité à Washington et qui fait semblant que c'est ça, la démocratie américaine. Franchement, je suis frustré. Donc oui, vous l'avez sans doute remarqué. Alors, est-ce que vous adhérez à cette idée qu'il y aurait deux camps à Washington, l'un autour de J.D. Vance et l'autre autour de Rubio, qui joueraient chacun leur propre jeu? Rubio voudrait continuer à se battre en Ukraine et au Moyen-Orient, tandis que J.D. Vance chercherait plutôt une solution pratique à ce qui se passe, dans l'intérêt des États-Unis d'ailleurs. Est-ce qu'il y a vraiment ce genre de division selon vous? Rubio a d'ailleurs dit que l'affaire d'Anchorage s'était terminée, qu'il n'y avait aucun accord, ni entre l'Iran, les États-Unis, ni avec la Russie, sur ce dossier. Je dirais que quand J.D. Vance parle de la situation en Ukraine, il le fait d'une manière différente. Mais est-ce que cette différence entre les deux crée vraiment deux factions?
Ou bien, à vos yeux, est-ce qu'ils font tous partie d'un même ensemble? Deux instruments utilisés par l'administration Trump pour atteindre les mêmes objectifs. Encore une fois, dans un environnement politique normal, tu sais, les secrétaires d'État et les vice-présidents ont toujours un agenda. Écoute, tout le monde veut le poste suprême. Marco Rubio s'est présenté à la présidentielle, tu vois. Il voulait ce poste, c'est évident. Il est secrétaire d'État. Et il y a eu une autre secrétaire d'État qui voulait vraiment ce poste aussi, Hillary Clinton. J.D. Vance veut ce poste. Il veut devenir président des États-Unis. C'est pour ça qu'il est vice-président. On ne devient pas vice-président pour se mettre de côté. Je veux dire, la seule personne qui ait jamais fait ça, c'est Dick Cheney. Lui, je suppose qu'il ne voulait pas être président parce qu'il savait qu'il allait l'être de toute façon, vu que George W. était tellement faible. Mais au final, on a deux hommes qui veulent la plus haute fonction et ils ont une élection qui arrive. Alors oui, il va forcément y avoir des postures, des oppositions entre eux, mais ce genre de factionnalisme ne fonctionne que dans un contexte où, disons, la gouvernance est normale, où le chef de l'exécutif comprend les relations, la différence entre un secrétaire d'État et un vice-président et répartit les responsabilités en conséquence. Donald Trump, lui, ne fonctionne pas comme ça. C'est un culte de la personnalité. Comment peut-on avoir une faction dans un culte de la personnalité? Justement, le culte de la personnalité empêche les factions d'exister. Il ne permet pas au factionnalisme de se développer, parce qu'à partir du moment où une faction apparaît, on se retrouve avec un autre culte de la personnalité. Il y a un culte de la personnalité autour de J.D. Vance. Il y en a un aussi autour de Marco Rubio. Et au moment où Marco Rubio, ou J.D. Vance, ou les deux, diront « Je suis vraiment important, j'ai de la valeur », ce sera l'instant où Donald Trump coupera court. Donald Trump ne supportera pas ça. Il ne le tolérera pas. C'est la maison Trump, et Trump est la seule chose qui compte. Alors il y aura des rumeurs, des campagnes de dénigrement, des gens dans les médias qui essaieront de tourner ça dans un sens ou dans l'autre. Mais pour qu'une faction existe, il faut qu'on lui laisse un peu de marge de manœuvre. Et Donald Trump, lui, ne laisse de marge à personne. C'est lui l'arbitre final. C'est lui l'homme. C'est lui Dieu. Tout tourne autour de lui. Son opinion, c'est la seule qui compte. Donc non, je n'achète pas cette histoire de faction. C'est n'importe quoi. C'est juste un truc que les gens inventent parce qu'ils n'ont pas le courage d'admettre ce qui se passe vraiment. Vous n'avez vu personne, dans les grands médias, dire « Stop, c'est un culte de la personnalité ». Stop, on a un fou narcissique au pouvoir. Stop, ce n'est pas normal que le président des États-Unis fasse ce que fait cet homme. Tout le monde essaye de rendre ça normal. Et une des manières de le faire, c'est de faire semblant qu'il y a des factions, avec le camp Rubio d'un côté et le camp J.D. Vance de l'autre. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul camp, le camp Donald Trump. Il y a un affrontement, un vrai affrontement en Israël. Deux camps se battent entre eux. Naftali Bennett et Netanyahou. Netanyahou a dit « Je vais tout faire pour être réélu ». Et il a ajouté « Nous sommes déjà entrés 2 fois en Iran pour nous protéger d'une destruction nucléaire. Et s'il le faut, il y aura une 3e fois. » Et là, il parle de ce qu'a publié aujourd'hui le ministre iranien des Affaires étrangères sur son compte X, à propos d'un commentaire du ministre israélien de la Défense, Israel Katz. Il y est dit que le guide suprême de l'Iran a été désigné comme cible à abattre, et il semble qu'il se prépare à assassiner le nouveau guide suprême iranien. La réaction du ministre iranien des Affaires étrangères a été de rappeler que les termes du protocole d'accord d'Islamabad sont parfaitement clairs et publics, accessibles à tous. Le président des États-Unis s'est engagé à museler ses alliés à Tel Aviv, et s'ils n'obéissent pas à leur maître,
l'Iran leur donnera une leçon. C'est le genre de rhétorique qu'on entend en ce moment. J'imagine que quand Israël dit vouloir assassiner le nouveau guide suprême iranien, ils sont sérieux. Je n'en doute pas, parce qu'ils l'ont déjà fait. Pas une fois, mais deux. Pendant des années, ils ont assassiné des scientifiques iraniens et tout ce qui va avec. On le sait, on connaît l'histoire. C'est pour ça que le ministre iranien des Affaires étrangères a pris cette menace au sérieux. Alors, imaginons qu'ils essaient de faire quelque chose de ce genre. Comment voyez-vous le conflit, l'escalade possible, après un tel acte, un tel geste de la part d'Israël entre l'Iran et Israël? Comment je vois les choses? Ça n'a pas d'importance, la façon dont je les vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que les États-Unis sont toujours en toile de fond. Ou alors, Israël essaye de déclencher une guerre qu'il n'est pas capable de mener, mais qu'il voudrait voir les États-Unis mener à sa place. Oui, mais la différence cette fois, c'est que sous l'administration Obama, tout ça restait hypothétique. On se disait, on pourrait battre l'Iran si les États-Unis s'en mêlaient. Vous voyez, pendant la première administration Trump, c'était « Allez, Donnie, viens avec nous, on peut battre l'Iran, ça va marcher. » Puis avec Joe Biden, pareil, « Allez, Joe, on peut le faire, viens, on y va. » Et tout le monde a dit non parce qu'il savait que c'était idiot. Donald Trump, lui, a mordu à l'hameçon et on y est allé. Pas à moitié, on y est allé à fond, avec tout ce qu'on avait. S'il ne s'est rien passé, c'est pour une raison. C'est parce qu'on manquait de capacité, parce que les Iraniens en avaient de meilleurs qu'on ne veut bien l'admettre. Mais on y est allé avec tout notre arsenal. On a utilisé toutes nos munitions de frappe de précision. Il ne nous restait plus rien. Et on a perdu. On a perdu. Alors, l'idée maintenant que les Israéliens vont rester là, à dire « on va continuer à provoquer l'Iran jusqu'à ce que les États-Unis nous rejoignent à nouveau », franchement, admettons qu'on le fasse. Et alors? Je pense que ce qui doit changer ici, c'est que vous savez, les Iraniens se retrouvent un peu dans la même situation que Vladimir Poutine. Provocation après provocation, sans fin. Mais d'un autre côté, la direction iranienne se dit que, malgré toute la stupidité de ce qui se passe en ce moment, il y a une chance de relancer leur économie, de la remettre en marche, de s'engager de manière décisive avec la Russie et la Chine, de créer, vous voyez, des opportunités à long terme. Et ça, ce sont des choses qu'ils n'ont pas pu faire depuis près de 50 ans. C'est le moment. C'est le moment pour le peuple iranien. Ce qu'ils sont prêts à faire, c'est encaisser les provocations continues des États-Unis et d'Israël en périphérie, parce que, sur le plan stratégique, ils y gagnent davantage en évitant de s'engager directement contre Israël. Mais à un moment donné, ils seront poussés trop loin, comme la Russie. Je veux dire, la Russie, selon moi, va très bientôt frapper l'Europe, parce qu'elle n'aura pas le choix. On ne peut pas continuer à voir des missiles de croisière, fabriqués par les Britanniques, frapper des sites industriels stratégiques, comme ils viennent de le faire à Volgograd, et s'en tirer sans conséquence. À un moment donné, l'usine qui produit ces armes devra être détruite, même si elle se trouve en Grande-Bretagne. Et je pense qu'elle le sera. Vous savez, beaucoup d'Iraniens, mon bon ami, notre bon ami, le professeur Morandi, disaient, à l'époque où la guerre de 38-39 jours a commencé, que l'Iran irait jusqu'au bout, que ça ne se terminerait pas avant qu'Israël soit stratégiquement vaincu. Eh bien, désolé, l'Iran, vous avez laissé la guerre se terminer. Je ne vous en veux pas, hein? Il faut faire ce qu'on a à faire. Mais Israël est toujours là, en train de jacasser. Et tout ça ne prendra fin que quand l'Iran aura gagné, quand il aura frappé Israël si fort que le régime de Netanyahou cessera d'exister et sera remplacé par un régime capable d'envisager sérieusement une véritable résolution du conflit.
Et ça n'arrivera que quand Israël aura été vraiment profondément touché. Et je ne pense pas que l'Iran ait à s'inquiéter des États-Unis, parce qu'on ne peut pas dire tout ce que l'Iran a à faire, c'est fermer le détroit d'Ormuz, demander aux Houthis de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Et là, c'est fini pour le pétrole du Moyen-Orient. C'est fini pour les États-Unis. Les États arabes du Golfe supplieront pour qu'on mette fin à ce conflit. Et ensuite, ils continuent de frapper Israël. Et il ne faut jamais arrêter de frapper Israël. 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 Jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent obtenir, c'est-à-dire la fin du régime de Netanyahou. L'Iran devrait le dire clairement. J'en ai assez d'entendre les Israéliens menacer le guide suprême. Je veux que les Iraniens commencent à menacer Benjamin Netanyahou. Tu es un homme mort, Bibi. Un mort qui marche. On va te tuer. On va te tuer, toi et quiconque te remplacera. Le poste de Premier ministre d'Israël est nul et non avenu. Quiconque l'occupe est automatiquement marqué pour mourir tant qu'on n'aura pas un véritable traité de paix. D'ici là, vous êtes considéré comme une entité satanique. J'aimerais entendre les Iraniens non seulement dire ça, mais aussi passer à l'action. J'entends sans arrêt parler de tous ces missiles iraniens. Voyons-les. Voyons un flot ininterrompu de missiles s'abattre sur Israël jour après jour, sans jamais s'arrêter, jusqu'à ce que Bibi soit mort et que ceux qui essayent de le remplacer le soient aussi. Naftali Bennett, allez, prends la place de Premier ministre, meurs. Si l'Iran ne fait pas ça, alors Israël va simplement continuer à jouer à ce petit jeu. Ils vont continuer encore et encore. Et peut-être que pour l'instant, c'est un jeu que les Iraniens sont prêts à accepter, parce qu'ils estiment que, dans leur calcul global de risques et de bénéfices, ils ont plus à gagner en ne réagissant pas tout de suite. Mais à un moment donné, soit on abat le chien enragé, soit on finit par se faire mordre. Et si tu te fais mordre par un chien enragé, tu attrapes la rage et tu meurs. N'est-ce pas? Donc, l'Iran doit simplement répondre à ces questions. Est-ce qu'ils veulent mourir de la rage? Parce que plus ils laissent ce chien fou qu'est Israël continuer à baver de colère, plus ils risquent de se faire mordre. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit « Pourquoi vous me posez la question ?» Parce que j'ai une mentalité de marine. Mon état d'esprit, c'est attaquer, 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 toujours attaquer. J'essaie quand même de comprendre le tableau économique et géopolitique dans son ensemble. C'est pour ça que je dis qu'ils ont peut-être un calcul derrière tout ça. Mais le fait est que, même avec ce calcul, comme on le voit aujourd'hui, avec l'OTAN et l'Europe, Vladimir Poutine peut bien parler de faire croître son économie autant qu'il veut. Il peut recevoir des injections de 84 milliards de dollars grâce au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, autant qu'il veut. Tant que l'Occident continue de fournir à l'Ukraine des drones d'attaque à longue portée, ça restera un frein pour son économie. Ça va créer une instabilité qui t'empêchera d'atteindre ce que tu veux tant que tu n'auras pas tué le chien. Et c'est exactement là où en est l'Iran, surtout maintenant qu'on a enfin de la clarté du côté des États-Unis. Je veux dire, merci à J.D. Vance pour la clarté qu'il a apportée en admettant que le protocole d'accord n'est qu'un jeu, une manœuvre de négociation. Mais pour gagner du temps, pourquoi faire? Les États-Unis n'essaient pas de gagner du temps pour que l'Iran devienne plus fort ou que la République islamique survive. Les États-Unis gagnent du temps jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de mettre fin au régime islamique. C'est tout. Et tant que les Iraniens ne comprendront pas ça, ils continueront à jouer un jeu qu'ils finiront par perdre. Parce que leur stratégie, c'est de gagner du temps, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils te détruisent. Comprends bien que ça veut dire qu'ils continueront sans fin, à moins que tu ne les arrêtes. Et tôt ou tard, ils auront le coup de chance, et ce sera fini pour toi. Alors,
Il faut abattre le chien. C'est ce que je dis depuis le début. Oui, il est temps d'abattre ce fichu chien, parce qu'il est enragé. Le chien court partout. On ne peut plus le sauver. Ce n'est pas en lui lançant un os, en le caressant sur la tête, ou en essayant de l'apprivoiser que ça changera quoi que ce soit. Tu vois, l'Iran, en ce moment, si tu crois au protocole d'accord, tu crois qu'Israël peut être apprivoisé. Mais Israël ne peut pas l'être. C'est une bête enragée. Et tu crois que les États-Unis peuvent l'être aussi. Mais non, on ne peut pas. On vit dans un culte de la personnalité complètement fou. Abattez le chien, c'est la seule solution. Et aujourd'hui, on a eu le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Il est sorti en disant qu'il allait punir ceux qui ont participé, ceux qui ont pris part à l'assassinat du guide suprême de l'Iran et du peuple iranien, et d'autres Iraniens. Je pense que, dans le cas de Nima al-Khorshid, quand on parle d'assassinat ou de choses de ce genre, il ne voit pas toute la stratégie de l'Iran. Scott, ce n'est pas basé sur l'assassinat de personnes. Et ce n'est pas seulement à propos de l'Iran. Regarde tout l'axe de la résistance. Observe leur comportement. Ils sont fondamentalement plus stratégiques que simplement concentrés sur l'élimination de gens. En réalité, ils se battent. Tu sais, regarde les cibles pendant la guerre. Ils n'attaquaient pas les civils. Ils n'essayaient même pas d'assassiner Benjamin Netanyahou. C'était au-delà de ça. Il faut détruire les outils, les moyens qu'ils peuvent utiliser contre toi. Je ne dis pas le contraire. Je demande juste d'où ils sortent l'Iran. Écoutez, l'Iran a gagné la guerre, mais ils sont en train de perdre la paix. Soyons clairs comme de l'eau de roche. L'Iran ne gagne pas en ce moment. Chaque jour que cette farce stupide continue, l'Iran s'affaiblit encore et encore, parce qu'ils perdent leur influence. À un moment donné, les États-Unis vont se relancer. Vous savez qui peut rejouer cette partie encore et encore et encore? Les États-Unis. Et vous savez qui ne peut pas la rejouer sans cesse? L'Iran. L'Iran a gagné la guerre, je leur reconnais totalement ça. Mais aujourd'hui, ils sont en train de perdre la paix. Et l'une des raisons, c'est qu'ils doivent comprendre qu'en Israël comme aux États-Unis, on vit dans un culte de la personnalité. Tout tourne autour de ça. Et là, il y a une sorte d'indice, un petit conseil pour les Iraniens. On a tendance à projeter sur nos ennemis notre propre manière de fonctionner. Donc quand on dit « Ah, si on tue le guide suprême, tout le système s'effondre », c'est parce qu'on sait que chez nous, si on perd notre propre guide suprême, le narcissique en chef, ou Bibi, le chien fou Netanyahou, eh bien, le système s'effondrerait aussi. Voici un indice pour l'Iran. Si vous tuez Bibi Netanyahou, Israël plongerait dans la guerre civile. Et je précise bien, je ne plaiderai jamais pour l'assassinat d'un président américain. Alors n'y pensez même pas, parce que les conséquences seraient catastrophiques. Mais regardez ce qui va se passer quand le président subira une assassination politique en novembre. Regardez ce qui arrivera à l'Amérique. Encore une fois, je ne prône en aucun cas la violence physique contre le président des États-Unis. Jamais je ne ferai ça. Je crois aux réponses prévues par la Constitution. Et la réponse constitutionnelle face à un homme aussi incompétent, c'est de le sanctionner le jour de l'élection. La façon de punir Donald Trump, c'est de faire en sorte que la Chambre des représentants soit dirigée par Hakeem Jeffries, qui lancera une procédure de destitution encore et encore, sans relâche. Normalement, je n'aurais pas soutenu ça. Mais maintenant, oui, absolument. Mais il faut aussi que le Sénat passe sous le contrôle de Chuck Schumer. Et là, on aura coupable, 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 coupable. C'est comme ça qu'on punit Donald Trump. Une véritable exécution politique. La destruction de la marque Trump. La destruction de son image. Et c'est le prix que cet homme doit payer pour les crimes qu'il a commis. Des crimes contre l'humanité. Des crimes contre le peuple américain. Des crimes contre l'idée même de la République constitutionnelle.
Il est en train de tuer à lui seul la République constitutionnelle. On va bientôt fêter le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Et cet homme va tout foutre en l'air. Ce qui devrait être une célébration solennelle de l'un des plus grands textes jamais écrits va simplement devenir une fête à la gloire de ce bouffon obèse à la face orange. Franchement, personne n'en a rien à faire de cet homme. Je veux qu'il soit effacé des pages de l'histoire. Je veux qu'on le traite comme Rome a traité Carthage. Je veux que chaque monument à la gloire de Donald Trump soit réduit en poussière. Je veux qu'on sème du sel sur le champ du nom de la famille Trump. Je veux être sûr que ce nom ne repousse jamais. Voilà le mal que cet homme a fait à ce pays. Ce n'est pas juste une honte politique. Il est en train de détruire le pays que j'ai juré de défendre au péril de ma vie. Il est en train de le détruire. Et maintenant, nous, le peuple, nous le laissons faire. Et on ne se rend pas service en élisant les démocrates, parce qu'il faut bien comprendre qu'on remplace juste un chien enragé par un autre chien enragé. Les démocrates ne vont pas arriver en disant « préservons la Constitution ». Ils vont arriver en disant « comment se venger de cet homme et de ceux qui l'ont soutenu ». Et là, on retombe dans un cycle sanglant de lutte politique interne, qui pourrait même empirer. Je ne le souhaite pas, mais c'est possible. Non, l'Iran doit comprendre, encore une fois, du point de vue iranien. Laissez Donald Trump être Donald Trump, pour l'instant, parce qu'il va mourir politiquement en novembre. Et là, vous aurez gagné. À ce moment-là, vous aurez gagné. Vous l'aurez vaincu parce que le système s'effondrera sur lui-même. Netanyahou, il faut le tuer physiquement. C'est tout. Il doit mourir. Peut-être qu'il mourra bientôt d'un cancer, sinon il faut qu'il soit tué. Parce que sinon c'est un parasite cancéreux, purulent, qui ne veut qu'une chose, la guerre, la guerre, la guerre, encore et encore. C'est tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il connaît, c'est la seule chose qui peut le maintenir en vie. Netanyahou n'a jamais, pas une seule fois, exprimé une vision réaliste de la paix. Il ne croit pas à la paix. Il croit à l'expansion du Grand Israël, ce qui veut dire conquête, 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 guerre permanente. Ce n'est pas une question de système, ce n'est pas une question du système israélien. Netanyahou, c'est le système israélien. Il est là depuis bien trop longtemps. Il a perverti toute l'idée de ce qu'était autrefois l'État d'Israël. Il fut un temps où ils avaient un premier ministre qui s'appelait Yitzhak Rabin. Ce n'était pas parfait, mais au moins, il essayait de faire avancer la paix. Netanyahou est l'homme qui l'a fait assassiner. Et les autres ont encouragé, vous savez, des rabbins d'extrême droite, fanatiques, citant les écritures talmudiques, à présenter Yitzhak Rabin comme un juif qu'on pouvait tuer. Et un fanatique orthodoxe d'extrême droite a fini par assassiner Yitzhak Rabin. En faisant cela, il a aussi tué Israël. Parce qu'aujourd'hui, Israël est dirigé par un homme devenu fou qui a bâti un véritable culte de la personnalité. Israël n'est plus rien d'autre que le culte de la personnalité de Bibi Netanyahou. Le problème Trump sera réglé en novembre. Le problème Bibi Netanyahou, lui, devra être réglé autrement. Pensez-vous qu'avec la situation actuelle, lors de la prochaine élection, les gens issus de l'administration Trump, comme J.D. Vance ou Marco Rubio, aient une chance de gagner la prochaine présidentielle? Non. Ils se sont ralliés à un perdant, à un fou. Je veux dire, il y a toujours une chance, parce que les démocrates, s'ils trouvent un moyen de tout gâcher, ils le feront. Vous savez, les démocrates auront 2 ans pour tout détruire. Rappelez-vous, Marco Rubio a commis des crimes. J.D. Vance a commis des crimes. Donc, eux aussi devraient être destitués. Leur nom devrait être traîné dans la boue. Et si on peut obtenir une condamnation, ce serait formidable. Je ne pense pas qu'ils s'en sortent. Et je pense que les démocrates vont reprendre le pouvoir en 2028. Ensuite, ils gâcheront tout en Amérique.
Vous savez, on va droit dans le mur. On ne se dirige pas vers une renaissance, tu sais, de la République constitutionnelle. On revient plutôt à une situation où on va remplacer un culte de la personnalité par un autre. Aucun homme politique américain, à ce stade, n'a le courage d'un George Washington pour refuser la couronne. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un rejet total de l'exécutif unilatéral, de cette idée que la présidence serait investie par la Constitution de pouvoir absolu. La Cour suprême semble aller dans ce sens, parce que pour la plupart, ce sont des personnes nommées par Donald Trump, et beaucoup d'entre eux le soutiennent. On a d'ailleurs vu récemment quelques décisions assez révélatrices. Mais ce qu'il nous faut, c'est un président, par exemple, qui se réfère à la loi sur les pouvoirs de guerre et qui dise au Congrès que cette loi est inconstitutionnelle, que ses responsabilités appartiennent au Congrès, pas au président, et que le président rejette la manière dont jusqu'ici les choses ont été faites. Franchement, si on trouve un président comme ça, ce pays peut être sauvé. Si on trouve un président qui oblige le Congrès à faire son travail, ce serait incroyable. Si on trouve un président capable de rétablir un équilibre dans le système judiciaire, une Cour suprême qui ne soit pas trop politisée, quelqu'un qui n'aurait pas peur de nommer une personne issue du parti opposé, simplement parce qu'elle est un meilleur spécialiste de la Constitution que celle de son propre camp. Là, on aurait un président qui se soucie non pas des résultats politiques, mais de l'état de droit de la Constitution. Trouvez-moi un président comme ça, et ce pays peut être sauvé. Mais pour l'instant, une telle personne n'existe pas. Il y a des gens qui sont pessimistes à propos des États-Unis. Peu importe à quel point le peuple américain est opposé à Israël et aux sionistes. Après tout le système politique américain est sous l'influence des sionistes aux États-Unis. Mais les sondages récents et les dernières primaires montrent clairement que même avec l'AIPAC derrière certains candidats, ils ne peuvent plus gagner aussi facilement. D'ailleurs, 2 d'entre eux ont été battus. Les 2 nouveaux candidats qui s'imposent face à l'AIPAC qualifiaient ce qui se passait de génocide en 2023-2024. Ils s'opposaient à ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Et aujourd'hui, ils sont en train de gagner. Ils sont sur la voie de la victoire et devraient entrer au Congrès en 2026. Pensez-vous que ce genre de changement pourrait transformer les choses? C'est progressif, petit à petit. Ce n'est pas énorme. Le mur ne s'effondre pas d'un coup. Mais on voit apparaître des fissures dans le mur, et ça, à mon avis, c'est très sérieux. Oui, c'est vrai. Mais tu vois aussi qu'AIPAC peut mettre 30 millions de dollars dans une campagne au Kentucky et faire tomber Thomas Massie. C'est donc, tu vois, un jeu de points et de contrepoints, de riposte. Mais ça ne devrait pas être un jeu. Il s'agit de l'éradication totale, de la suppression complète de toute idée de légitimité pour un lobby pro-israélien. Ce n'est pas une question de gagner des batailles politiques, c'est une question de redéfinir la manière dont l'Amérique se définit elle-même. Et il faut qu'on arrête de jouer avec les mots. Être contre Israël, ce n'est pas être antisémite. C'est simplement être contre un État génocidaire et belliciste. Et le peuple américain doit en prendre conscience. Israël n'est pas un allié des États-Unis. Ce n'est pas un ami de l'Amérique. C'est un ennemi depuis le premier jour. Leur rôle, c'est de nous espionner, de voler nos secrets et de nous manipuler politiquement pour qu'on continue à les renforcer. C'est un parasite qui s'est accroché à son hôte. Et c'est à ce moment-là, quand le public américain atteindra ce niveau de lucidité, qu'il aura une vraie chance. Si on réduit tout ça à un simple jeu politique autour de l'argent, eh bien, ce sera du genre « parfois on gagne, parfois on perd ». Parce que, encore une fois, oui, ils ont battu le candidat soutenu par l'AIPAC cette fois-ci. Mais maintenant, ils doivent gouverner.
Et les gens oublient souvent que c'est pas si difficile que ça de défier un sortant et de gagner une élection. Le plus dur, c'est de garder ce poste. Parce que le vrai défi commence une fois qu'on est en fonction. Dès qu'on commence à décrocher le téléphone pour lever des fonds, ce qu'il faut faire dès le premier jour, là, on se retrouve face à la machine. Et vous allez passer énormément de temps à faire ça. Et ensuite, ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez être contesté lors des primaires. Ce qui veut dire que dans 2 ans, vous serez épuisé. Donc vous commencez déjà un nouveau combat juste après avoir gagné. Peu de gens peuvent tenir dans ces conditions. L'AIPAC joue à ce jeu-là depuis très longtemps. Tant que l'AIPAC garde cette apparence de légitimité, je pense qu'ils vont rendre très difficile toute tentative de les écarter du Congrès. Le peuple américain doit simplement se réveiller et appeler les choses par leur nom. Israël est un ennemi des États-Unis. Et toute entité qui soutient Israël n'est pas seulement un agent d'un gouvernement étranger, mais un agent d'un gouvernement hostile. Et nous devons traiter l'AIPAC comme on traiterait un agent d'un pays ouvertement hostile aux États-Unis. Ils doivent être traqués, éliminés, emprisonnés, poursuivis. Il devrait être illégal aujourd'hui d'être un sympathisant de l'État d'Israël, parce qu'Israël n'est pas seulement antisémite et génocidaire. Ils sont anti-américains, clairement anti-américains. C'est la principale menace en matière de renseignement pour les États-Unis. C'est incroyable que la communauté du renseignement le reconnaisse. Et pourtant, le Congrès continue d'agir comme si Israël était notre ami. Israël n'est pas notre ami. Les Iraniens sont plus amicaux envers nous qu'Israël, parce qu'au moins l'Iran veut vraiment la paix avec les États-Unis. Israël, non. Israël veut un état de guerre permanent, et ils veulent que des jeunes Américains meurent pour eux. Pensez-vous que l'administration Trump se laisse convaincre par les Européens et par ces gens-là, ces lobbyistes ukrainiens aux États-Unis, que l'Ukraine serait en train de changer la donne et de prendre une certaine avance sur la Russie? C'est le ton qu'on entend du côté de l'administration Trump, pas seulement de Donald Trump lui-même, mais aussi de Marco Rubio et d'autres hauts responsables à Washington. Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça vient? Franchement, c'est de la pure propagande. Toute cette campagne de drones menée par les Ukrainiens, c'est une campagne entièrement guidée par la propagande. Oui, il cause quelques désagréments à la Russie, il lui inflige un peu de douleur, mais personne ne parle du reste. Parce que pendant que l'Ukraine envoie 2 drones FPV sur Volgograd, la Russie, elle, détruit des usines entières. Pendant qu'ils font exploser quelques stations-service, la Russie démantèle toute l'infrastructure pétrolière du sud de l'Ukraine, au point que l'armée ukrainienne ne peut plus fonctionner. La Russie est en train d'anéantir l'armée ukrainienne. Et toutes ces opérations de drones qui avaient eu du succès en juin, eh bien, devinez quoi? Pendant que les Ukrainiens s'amusent avec leurs petits jeux de drones, qu'ils attaquent des civils, commettent des actes de terrorisme et provoquent des désagréments, les Russes, eux, faisaient de la surveillance et observaient les schémas de vie. Et de temps en temps, les Ukrainiens font une erreur, comme ça arrive forcément avec le temps. Vous savez, le type qui s'est bien caché, il boit à sa gourde, puis il la jette dans la poubelle où il est censé la mettre. Mais il la lance, elle rebondit sur le couvercle, roule sous une branche. Et là, soudain, un drone russe repère la bouteille d'eau. Alors les Russes se posent, ciblent immédiatement. Et la minute d'après, vous avez 3 bombes Fab 500 qui tombent sur la zone, tuant tout le monde à l'intérieur. Ils sont tous morts maintenant. Et ça se répète encore et encore. Les Ukrainiens perdent des gens à un rythme qu'on imagine à peine, et ils n'arrivent pas à tenir dans cette guerre de drones. Oui, ils reçoivent beaucoup de drones, mais ils en perdent énormément aussi.
La plupart sont abattus par les Russes. Et maintenant, les sites d'assemblage de drones sont repérés. Les Russes observent, ils comprennent comment ça fonctionne et ils les détruisent. Les Ukrainiens vont recevoir encore plus de soutien, c'est vrai, mais ça pourrait provoquer une réaction russe contre l'Europe. Le problème, c'est que les États-Unis se mentent à eux-mêmes. Et Marco Rubio est un idiot. The United States is lying to itself. Marco Rubio is an idiot. Doesn't know anything about the front lines. Not getting Il ne sait rien de ce qui se passe sur le front. Il ne reçoit pas de vrais rapports de renseignement. Et la communauté du renseignement, elle, ne sait pas dire la vérité. Comment la CIA pourrait dire la vérité sur un projet dans lequel elle a autant investi? La CIA ne peut pas admettre qu'elle a échoué, parce qu'elle a besoin que ce projet continue. Alors, elle va toujours exagérer ses capacités. Elle va toujours exagérer le potentiel. Elle ne dira jamais la vérité sur la réalité, pas avant qu'il soit trop tard. On a déjà vu ça au Vietnam, au cas où certains ne s'en souviendraient pas. Tu vois, Scott, tu dis juste les choses comme elles sont. Les schémas se répètent. C'est comme ça que va la vie, les amis. Les schémas se répètent. Allez voir, vous savez, Sam Adams, l'analyste de la CIA qui a fait les évaluations des effectifs ennemis. Regardez comment les États-Unis ont carrément menti sur le nombre de pertes. On a exagéré les pertes ennemies parce qu'on se mentait à nous-mêmes. Et on l'a fait en toute connaissance de cause. Ils le savaient. Tout le monde le savait. Mais une fois qu'on entre dans un schéma de mensonge, c'est de la politique. La politique, ce n'est pas dire la vérité. La politique, c'est obtenir un résultat politique à l'intérieur du pays. Alors, on trompe le peuple américain aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que le mensonge ne tienne plus. Et là, tout s'effondre. C'est ce qui s'est passé au Vietnam. Et c'est ce qui va se passer ici. L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. L'Ukraine ne gagnera pas cette guerre. L'Ukraine est en train de la perdre. Et peu importe combien de chabots bien financés et pilotés par l'intelligence artificielle inondent les réseaux sociaux, ça ne changera rien à cette réalité. À Krasnogorovka, les soldats ukrainiens se font massacrer en approchant de Sloviansk. Massacrer. Et quand la dernière ligne de défense urbaine tombera, il n'y aura plus rien derrière. Cette guerre va continuer, encore et encore. Et la Russie continuera de gagner, encore et encore. Vous pouvez la prolonger. Si vous voulez tuer, si vous voulez vous battre jusqu'au dernier Ukrainien, eh bien c'est ce qui va se passer. Je pense que la Russie en a fini avec l'idée de paix. Les concessions qu'ils ont faites en Alaska, c'est fini. Marco Rubio a dit que c'était fini. Ah bon, il n'y a pas eu de concession? Si, il y en a eu, Marco. Tu mens. Vous voyez, l'administration Trump est incapable de dire la vérité sur quoi que ce soit. Rien du tout. Ils mentent, tout simplement. Ils fabriquent des mensonges. C'est comme si, vous savez, Joseph Goebbels vivait aujourd'hui aux États-Unis. Il suffit de répéter le mensonge encore et encore, et les gens finissent par y croire. Et c'est ça, le mode de fonctionnement américain. Nous sommes incapables de dire la vérité. Nous, le gouvernement des États-Unis, sommes incapables de dire la vérité. Alors on se trompe nous-mêmes, on trompe le peuple américain. Et ce qui se passe en ce moment à propos de l'Ukraine, c'est une énorme opération de désinformation. Mais vous savez qui n'y croit pas une seconde? Les Russes. Les Russes, ils n'en ont strictement rien à faire de Gilbert Doctorow. Moi, j'ai parlé à un chauffeur de taxi, j'ai dîné avec une bande de vieux de 80 ans qui me racontent que les jours de Vladimir Poutine sont comptés et je reviens tout juste de Russie. Je parle à des gens très différents de ceux de Gilbert Doctorow. J'étais sur la ligne de front. La dernière fois que Jill y est allé, c'était quand? Jamais. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'il y a de la frustration en Russie? Bien sûr qu'il y en a. Est-ce qu'il y a certains qui disent que la Russie devrait attaquer, bombarder, voire utiliser l'arme nucléaire? Oui, évidemment. Mais ce n'est pas eux qui gouvernent la Russie. Vous savez qui gouverne la Russie?
Un président avec un niveau de soutien populaire sans précédent. Oui, un soutien sans précédent. Certains disent « Ah, le soutien s'effondre. Il est passé de 81 à 78%. » Franchement, je ne pense pas qu'il existe un seul homme politique américain qui dirait « Mon Dieu, je n'ai plus que 78%. La situation est catastrophique pour moi. » Non, ça va plutôt bien. Ça ne veut pas dire que Poutine n'est pas inquiet. Bien sûr qu'il l'est. Il s'inquiète pour la Russie. Et il comprend, vous savez, la trajectoire du pays. Mais quand il a pris la parole au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, il a été très clair dès son introduction, qui d'ailleurs ne parlait pas du tout de l'Ukraine, pour dire que le conflit en Ukraine ne définira pas l'avenir de la Russie. L'avenir de la Russie, disait-il, sera défini par la croissance économique, la stabilité, l'investissement, le climat, ce genre de choses. Mais ensuite, pendant la séance de questions-réponses, il a bien insisté pour que tout le monde comprenne que cette guerre ne peut se terminer que d'une seule façon, par une victoire russe qui atteigne les objectifs fixés par la Russie. Et on voit que pour la première fois, la Russie est en train de redéfinir ses objectifs. On commence d'ailleurs à entrevoir quelles concessions elle mettait sur la table à Anchorage, quand il était question de la libération totale du Donbass, et tout à coup, de la Novorossia. Ce qui est intéressant avec le terme Novorossia, c'est qu'il peut être interprété de plein de façons, y compris en y intégrant Odessa. En gros, l'Ukraine a fini par se parler à elle-même jusqu'à disparaître. Cette guerre se terminera quand l'Ukraine cessera d'exister. Et si c'est ce que l'Occident veut, eh bien c'est ce qu'il aura. S'ils veulent que ça continue jusqu'à ce que l'Europe n'existe plus, je pense que la Russie a aussi un plan pour ça. Mais tout ce que vous lisez en ce moment, c'est de la pure propagande. C'est du n'importe quoi. C'est comme quand les États-Unis ont essayé de faire croire à tout le monde qu'on avait gagné la guerre en Irak. Ce n'était pas le cas. Et maintenant, on essaye de faire croire que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Ce n'est pas vrai. Quel est, selon les Russes, le calendrier de la guerre? Comment perçoivent-ils la durée du conflit? Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier. Pourquoi est-ce qu'on a un calendrier? C'est pour ça que je vous pose la question. Parce qu'en gros, dans les pays occidentaux, le débat porte sur le calendrier. Mais en réalité, il n'y a pas de calendrier. C'est une construction occidentale. Aucun responsable russe, pas un seul, ni Lavrov, ni Poutine, ni aucun autre, n'a jamais dit « Mon Dieu, on doit respecter un calendrier. Il faut absolument atteindre tel objectif à telle date. » Il ne fonctionne pas comme ça. Cette idée de calendrier, c'est une invention de l'Occident. On l'a inventée parce que c'est la seule façon de fabriquer un récit qui dit que la Russie est en train de perdre. C'est en créant artificiellement des échéances qui, en réalité, n'arrivent jamais au moment prévu. Ça remonte au tout début du conflit, quand des analystes comme moi disaient que la guerre serait terminée en une semaine. Je me suis trompé. C'était pas une guerre, c'était une opération militaire spéciale. Je ne l'avais pas compris à ce moment-là. Mais une fois que je l'ai compris, tout est devenu clair. Mais je n'étais pas le seul à m'être trompé. Le chef d'état-major interarmé s'est trompé. Le directeur de la CIA s'est trompé. Tout le monde s'est trompé. Il n'y a pas une seule personne, pas un seul type, qui puisse dire « Moi, je savais que cette guerre allait s'éterniser encore et encore ». Même Zelensky ne le savait pas. Il suppliait Poutine de ne pas l'assassiner. C'est dire à quel point il manquait de confiance. Mais les Russes ne jouaient pas à ce jeu-là. C'est là la grande erreur d'analyse que tout le monde a commise. On pensait que la Russie partait en guerre. En réalité, la Russie ne partait pas en guerre. Si on avait étudié la Russie d'un peu plus près, on s'en serait rendu compte. Parce que la Russie n'avait pas rassemblé les effectifs nécessaires pour gagner une guerre.
Et elle n'avait pas non plus fait les préparatifs économiques indispensables pour la soutenir. La Russie lançait une opération militaire spéciale, très rapide, conçue pour pousser l'Ukraine à revenir à la table des négociations. Et sur ce point, la Russie a réussi. En 6 jours à peine après le début de l'opération, l'Ukraine est entrée en négociation à Gomel, en Biélorussie. Ces discussions ont ensuite été transférées en Turquie, et vers la mi- ou la fin mars, on avait le communiqué d'Istanbul, un plan de paix presque finalisé. La Russie gagne, la Russie gagne, la Russie gagne, parce que c'est tout ce qu'elle voulait. Puis l'Occident est intervenu et a complètement changé la donne. Vous vous souvenez quand j'ai eu des ennuis pour avoir dit que c'était un événement qui changeait la donne? Vous vous souvenez de mon ami Larry Johnson qui disait que je délirais? Non, c'était bien un événement qui changeait la donne. Désolé, mais c'est comme ça. Le jeu change quand les règles changent, quand les conditions changent. Si vous avez un quarterback sur le terrain et qui se blesse, et que vous le remplacez par Tom Brady, le jeu a changé. Vous avez maintenant un autre quarterback, capable de lancer des passes longues et de faire des choses, de manœuvrer. C'est simplement comme ça que les choses se passent. Ensuite, la Russie change encore les règles du jeu et on continue, encore et encore. Donc ce dont on parle ici, ce n'est pas d'un calendrier, mais bien d'objectifs. La Russie a des objectifs, et la Russie atteindra ses objectifs. C'est comme ça que cette guerre se mène. La Russie mène une guerre stratégique d'usure, non seulement contre l'Ukraine, où on leur demande maintenant, en quelque sorte, de vider la base de données génétiques d'un pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants, mais aussi contre la capacité industrielle de l'Europe. En clair, la Russie mène une guerre d'usure contre une économie européenne qui la dépasse largement. Je veux dire, vous savez, les Russes ont, selon la façon dont on calcule, une économie d'environ 3 à 5 000 milliards de dollars. L'Europe, elle, a une économie d'environ 15 000 milliards. Alors comment les battre sur la durée? Il faut les user, encore et encore, les user jusqu'à l'épuisement. Et c'est exactement ce que fait la Russie. Elle les use. Elle est en train de gagner sur tous les fronts. Mais ce n'est pas une question de calendrier. C'est le jeu auquel l'Occident s'adonne, encore une fois, en inventant des stratégies, en entretenant l'idée que la Russie échoue d'une manière ou d'une autre. Mais ce faisant, il ne voit pas pourquoi la Russie est en train de gagner. Et il ne voit pas non plus le danger qu'il y a à pousser la Russie jusqu'au point où le modèle de guerre d'usure ne fonctionne plus. Parce que quand ça arrivera, la Russie ira en guerre. Et aujourd'hui, la Russie est prête à mener une guerre d'une manière dont l'Europe n'a même pas la moindre idée. L'Europe ne sait pas faire la guerre. Malgré tout ce qu'on entend, elle n'a pas d'armée. Elle n'a rien. C'est littéralement un tigre de papier. Alors, à quel jeu l'Europe veut-elle jouer? Quel qu'il soit, ce jeu s'appelle l'Europe perd. C'est ça, le nom du jeu. L'Europe perd. Et si l'Amérique veut monter à bord, elle perdra aussi. Peut-être que la Russie perdra également. Si c'est une guerre nucléaire, tout le monde perd. Mais penser que la Russie va laisser l'Ukraine être soutenue par l'Occident collectif pour l'épuiser, sans qu'aucune conséquence ne retombe sur l'Europe, c'est complètement absurde. Notre ami commun, Mark Sloboda, dit que toutes les guerres ne sont en réalité qu'une seule et même guerre. Et cette guerre, eh bien, elle revient toujours aux États-Unis, à leur stock d'armes, à tout ce qu'ils envoient, missiles, intercepteurs, tout ça. Donc, il y a la guerre en Ukraine, puis la guerre contre l'Iran, et aussi contre la Russie. Et ces deux conflits, en fait, se nourrissent de Washington, se nourrissent des États-Unis. Et vous avez mentionné les Européens. Les Européens, les Allemands, vous savez, la production d'armes, Rheinmetall, ils ont dit qu'ils voulaient fabriquer plus d'armes pour l'Ukraine.
Mais à quel point en sont-ils vraiment capables en termes de production? Et puis, on connaît le problème de l'énergie à cause de la situation dans le détroit. Beaucoup disent que le détroit est ouvert, mais en réalité, il ne l'est pas. Il y a quoi? Une trentaine de navires ou de pétroliers qui passent par là. La plupart iraniens d'ailleurs. Donc on voit bien que ce n'est pas ouvert. Et du coup, le problème énergétique continue en Europe. Ce qui veut dire qu'ils ne seront sans doute pas en mesure de produire beaucoup plus d'armes. Alors, jusqu'où l'Europe peut-elle vraiment aider l'Ukraine et produire des armes pour elle? I mean, if you put enough resources into a problem and you give Je veux dire, si on met assez de moyens sur un problème, qu'on laisse aux acteurs concernés suffisamment de temps et qu'il n'y a pas de « bon, disons les choses franchement ». Si je suis dans un champ avec 2 lapins, un mâle et une femelle, combien de temps leur faudra-t-il pour remplir le champ? On sait bien que les lapins se reproduisent à une vitesse folle, donc ils font ça encore et encore, sans arrêt. Et au bout du compte, le champ finit par être plein. C'est inévitable. Maintenant, j'introduis des coyotes, des loups, des lynx. Combien de temps faudra-t-il alors pour que les lapins remplissent le champ? Eh bien, ils ne le rempliront jamais. L'Europe, c'est le lapin. Voilà, de petites choses douces et fragiles. Europe is a rabbit. That's it. Soft little fuzzy things. Incapable of doing anything in a real world. Incapable de faire quoi que ce soit dans le monde réel. Mais les Russes laissent l'Europe créer un champ sans prédateurs. Alors forcément, les lapins vont se reproduire. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. L'Europe est traitée comme un champ sans prédateurs. Du coup, Rheinmetall peut construire une usine, même si cette usine n'a aucun sens économique. Vous voyez, maintenant, ils ont la Suède qui peut fournir le type d'acier spécial nécessaire à la fabrication des véhicules blindés. Mais normalement, dans un calendrier normal, ils n'auraient pas pu répondre. Par contre, si on leur donne 10 ans pour construire, alors les petits lapins vont apparaître. Mais au moment où la Russie remet des prédateurs dans le jeu, tout s'arrête. But the moment Russia puts some predators in the game, it's over. I'll say it now, and Je vais le dire maintenant. Russia needs to pick. La Russie doit en choisir au moins une, idéalement 3 en Europe, qui travaillent pour les Ukrainiens. Et je recommanderais vivement que Rheinmetall à Düsseldorf en fasse partie. Et là, on ne frappe pas 1 ou 2 fois. On y va littéralement façon Carthage. Ces usines cessent d'exister. Il ne reste rien, juste un tas de gravats. On ne peut plus rien reconnaître. On les efface de la surface de la Terre. Ensuite, on se tourne vers les Européens et on leur dit « le prédateur est là ». Chaque usine, chaque institution européenne qui a signé un accord de production conjointe avec les Ukrainiens est sur notre liste de cibles et nous vous détruirons. Production agreement with the Ukrainians is on our target list and we will kill you. The only way to get off our target list is to allow Russian. La seule façon de sortir de notre liste de cibles, c'est d'autoriser des inspecteurs russes à venir sur vos sites pour garantir que vous avez bien cessé vos activités avec les Ukrainiens. Armer l'Ukraine est désormais un crime capital. L'Ukraine est maintenant l'ennemi de la Russie. Et quiconque arme l'Ukraine devient l'ennemi de la Russie. Je le dirai aussi aux États-Unis. Nous, les Russes, nous pouvons dire que nous n'attaquerons peut-être pas physiquement les États-Unis, mais si vous faites atterrir des avions chargés de missiles sur la base aérienne de Ramstein, nous raserons la base de Ramstein. Considérez-vous prévenus. Le prédateur est là. Les lapins ne seront pas autorisés à se reproduire. C'est la seule façon que tout cela se termine, pour être honnête. Parce que sinon, ce qui s'est passé, c'est que l'Europe s'est retrouvée comme un champ sans prédateurs, et ils peuvent agir à leur guise avec le temps. Mais si vous introduisez un rapport de prédation, alors l'Europe ne peut plus rien faire. Europe can do nothing. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Yeah, I wish I was in a better mood. But you know what it is. Ouais, j'aimerais être de meilleure humeur, mais tu vois bien pourquoi. Ce passage de J.D. Vance m'a vraiment agacé.
Je sais pas, j'espère que, bon, les étrangers, eux, ils ont l'habitude que les Américains mentent. Mais pour un public américain, est-ce que vous réalisez ce qui vient de se passer? Le vice-président des États-Unis a reconnu que les États-Unis mentent. C'est tout ce qu'on fait, mentir. On n'est pas digne de confiance. On n'est personne. On n'est rien. Dans ton enfance, si tu avais un ami qui mentait comme ça, il ne serait plus ton ami. Tu l'aurais mis de côté. Il aurait été rejeté. Et c'est ce qui devrait arriver. J.D. Vance devrait être mis à l'écart, qu'on ne le traite plus jamais avec respect. Et les autres pays devraient refuser de le recevoir. Si Donald Trump l'envoie pour ça, les Iraniens devraient dire non. J.D., ce protocole d'accord, c'est juste pour gagner du temps. Alors dans ce cas, on ne veut pas vous parler. C'est pareil pour Jared Kushner et Steve Witkoff. Ne les recevez pas, ne les rencontrez jamais. Ignorez-les. Et peut-être même ignorez les États-Unis. Dites-leur simplement qu'ils ne comptent plus, qu'ils n'ont plus d'importance. Parce que comment pourrions-nous compter? Tout ce qu'on fait, c'est mentir. Tout ce qu'on fait, c'est mentir. Et mon pays va avoir 250 ans dans 4 jours. Vous savez, j'étais vivant pendant le bicentenaire. C'était un moment très spécial pour moi quand j'étais enfant. Je vivais en Turquie à l'époque, sur une base, la base aérienne de Bogaz. Et les Turcs, à cause de l'invasion de Chypre, eh bien, on leur avait imposé des sanctions. Alors, ils nous ont sanctionnés en retour en disant « Vous n'avez pas le droit de hisser le drapeau américain sur la base. Impossible. » À l'époque, les Américains étaient très patriotes. On aimait notre drapeau. On l'aimait vraiment. Ça nous rendait fiers de le voir flotter. Et là, on nous refusait le droit de le voir flotter au-dessus d'une base où vivaient et travaillaient des Américains. Le 4 juillet 1976, la communauté américaine d'Ankara s'est réunie à Balgat. Et le gouvernement turc a dit « Aujourd'hui, vous pouvez lever le drapeau ». C'était incroyable. On faisait un barbecue, on jouait un match de softball, un grand tournoi. Mon équipe s'en est pas trop mal sortie. Et puis, tout le monde s'est levé, ils ont joué l'hymne national et le drapeau est monté. Il n'y avait pas un seul œil sec dans la foule. On pleurait de joie, de fierté, parce que c'était notre drapeau, parce qu'il représentait quelque chose. Il symbolisait le 200e anniversaire de la signature de la Déclaration d'indépendance. Et pour nous, ça voulait dire énormément. Ça nous remplissait le cœur de bonheur. Et maintenant, on approche du 250e anniversaire. Mon Dieu, 50 ans ont passé. Ce pays n'a aucune idée de ce qu'il célèbre. Parce que cet homme ne nous laisse pas comprendre ce qu'on célèbre. Cet homme est en train de tout gâcher. Tout. Ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos du pays. C'est à propos du drapeau. Du drapeau, du drapeau. C'est pour ça que je suis frustré. Et peut-être que j'aurais dû dire non à ta demande d'interview. Peut-être que j'aurais dû savoir que j'étais de mauvaise humeur. Mais bon, j'ai dit oui. Alors il faut que j'assume. Mais franchement, ce n'est pas... Ce que tu as dit, je pense que beaucoup d'entre nous comprennent la situation. Nous faisons tous face à ces guerres sans fin. Je crois que tu as raison. Tu as raison sur chacun des points que tu as soulevés pendant cette interview. Et Scott, reste en ligne. J'ai quelque chose à dire juste après qu'on ait terminé. Oh, je vais me faire engueuler. Très bien. Swing. Merci.